L'océan abrite dans ses profondeurs des animaux mystérieux. Parmi eux, une créature que l'on ne connaît essentiellement que par des cadavres, le serpent de mer. Ces échouages ont permis aux scientifiques d'étudier l'étrange anatomie de ce poisson osseux, le plus long du monde. Sa tête couronnée d'un toupet de rayons lui a valu le nom de roi des harengs, ou plus couramment, régalèque. Mais faute d'avoir pu l'observer vivant, on ignorait presque tout de sa biologie. Jusqu'à aujourd'hui. Au large de nos rivages, une première mondiale. Une expérience scientifique inédite va accidentellement permettre à des plongeurs chevronnés d'observer, d'étudier et de révéler les mœurs extraordinaires de cette créature singulière. Jusqu'au début du 19e siècle, le serpent de mer appartenait aux monstres marins, des créatures légendaires qui hantaient l'imaginaire des hommes et les zones d'ombre des cartes marines. Son aspect étonnant, sa taille, sa rareté et ses couleurs ont suscité chez les marins et les pêcheurs des histoires et superstitions. On l'aurait vu s'attaquer aux navires. On l'affublait même de redoutables dents qui le faisaient ressembler à un reptile marin. Au XIXe siècle, ces dents allaient progressivement disparaître grâce aux descriptions des premiers naturalistes. Ils le classaient définitivement parmi les poissons. Pourtant, leurs observations sont rares, imprévisibles et dispersées. Depuis 2 siècles, on recense moins de 250 échouages de régalèques agonisants, morts ou atrophiés sur les côtes tempérées du monde entier. Le plus long jamais recensé mesurait 11 mètres. Récemment, par un incroyable concours de circonstances, ce poisson géant aurait été observé bien vivant, en mer Méditerranée. Au sud de la France, l'insouciante Côte d'Azur, ses yachts, ses citadelles et ses plages de sable fin. Plus de 12 millions de baigneurs goûtent chaque année au plaisir des eaux chaudes de sa mince frange littorale. Mais qui pourrait croire que la mise en place d'un étrange dispositif scientifique au large de ces plages ferait ressurgir des monstres marins? C'est pourtant la conséquence indirecte d'une expérience insolite. Au cœur de l'été 2000, l'Observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, en collaboration avec les plus grands organismes internationaux de recherche spatiale, entreprend de déployer à 60 km au large de Nice une bouée océanographique appelée la boussole. Son but semble plus poétique que scientifique. Elle est destinée à acquérir les données in situ de la couleur de l'eau et les transmettre. Ces données vont permettre de calibrer les satellites qui observent les océans. La couleur de l'eau, qui varie selon les saisons et les lieux, est un bon indicateur de la présence de plancton. Ainsi, au printemps, les algues microscopiques et leurs prédateurs abondent. On parle de bloom planctonique. La chlorophylle des algues donne une couleur verte à l'eau de mer. Ici commence la vaste chaîne alimentaire des océans.
Pour connaître l'évolution de la Méditerranée, les observations de la bouée, la boussole, doivent être continues, sur plusieurs années. Au cœur de ce dispositif technique, un biologiste passionné. Je suis David Luquet, je suis plongeur scientifique, je travaille à l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer et je suis responsable de l'entretien de la bouée boussole. Avec des outils aussi rudimentaires qu'efficaces, il n'intervient que dans les premiers mètres, sur la structure immergée de la bouée. Au-delà, il passe le relais à d'autres spécialistes des travaux sous-marins. Pour être au cœur de la production de plancton, les scientifiques ont décidé d'arrimer la bouée au milieu d'un courant giratoire appelé courant liguro-provençal. Problème, à cet endroit, la profondeur atteint 2500 mètres. Un lourd mouillage, surmonté de 2,5 km de câbles en Kevlar, doit donc être déposé. Perdue dans l'immensité de l'océan, la bouée, sa structure et sa chaîne servent de point de repère aux passagers du courant liguro-provençal. Les roufs des épaves, les cérioles, les poissons pilotes et enfin les cerniers. Ces poissons vivent dans la zone photique, c'est-à-dire les couches d'eau de faible profondeur suffisamment exposées à la lumière pour que la photosynthèse soit possible. Tropisme du cône d'ombre de la bouée, ils y trouvent à la fois gîtes et couverts. La plupart naviguent à vue. Certains viennent se nourrir des algues qui poussent sur la structure, et les plus petits sont dévorés par les plus grands. D'autres, enfin, comme les poissons pilotes, se sont spécialisés dans une activité particulière. La collecte des miettes des repas ou des parasites des grands prédateurs qui visitent la bouée. Y compris le plus redouté. Le grand requin blanc. Le squale a été observé uniquement au printemps près de la surface, décrivant des vastes cercles concentriques autour de la boussole. Une petite population estimée à seulement 350 requins blancs survit en Méditerranée. Que viennent-ils chercher ici, à 60 km des plages? Certainement d'autres visiteurs de la bouée, comme les thons. Mais on ne l'a jamais vu s'y nourrir, et ses séjours sont rares et brefs. Chaque mois, David s'attend à des rencontres imprévues quand il vient entretenir la bouée. Sa mission, nettoyer des capteurs optiques sous-marins. Le matériel est toujours aussi rudimentaire, mais efficace. Solidement arrimé au plongeur pour ne pas tomber 2500 mètres plus bas. Des plongées à risque. David est seul, au-dessus du Grand Bleu, sans protection. En moins d'un mois, les colonisations par les algues et les mollusques rendent totalement inopérants les 20 instruments de mesure de la bouée. À chaque capteur
sa brosse. Le nettoyage crée des vibrations, des sons émis dans toutes les directions. Des ondes qui sont perçues par les animaux qui gravitent près de la bouée. Elles attisent leur curiosité. Or, ces sons se propagent le long de la chaîne, jusque dans les profondeurs. Les poissons ne connaissent pas l'homme, donc ils ne le craignent pas. Leur curiosité est réciproque. David sous la bouée, c'est l'homme face à l'inconnu. Un jour, au mois d'avril, lors du bloom planctonique, l'eau était vraiment très trouble. Je venais de finir mon travail et je suis descendu inspecter le bas de la bouée au niveau du câble en Kevlar. Et là, j'ai vu un très long ruban argenté qui remontait des profondeurs. Le roi des harengs. L'ambassadeur des ténèbres en visite à la frontière de notre monde. Pour la première fois au monde, un plongeur nage avec le poisson mythique. David découvre qu'il nage verticalement et non horizontalement, comme les serpents de mer des gravures anciennes. Étrange, la queue de l'animal est sectionnée. Est-ce dû à une rencontre avec le requin blanc? Pour y répondre, il faut pouvoir observer de près les marques de morsure. Malheureusement, les bulles de David semblent effrayer l'animal. Cette rencontre accidentelle est trop brève pour examiner la blessure. Après quelques minutes, le poisson couronné retourne dans la zone aphotique, ces profondeurs où pénètre aussi peu de lumière que la photosynthèse n'est plus possible. Pour anticiper d'autres rencontres, il faut déjà comprendre comment le régalec parvient à détecter la bouée dans la pénombre et l'immensité du courant liguro-provençal. Par chance pour David, à des milliers de kilomètres de la bouée, une série d'événements extraordinaires allait permettre aux scientifiques de révéler des facettes méconnues de la biologie du poisson mythique. Au Japon, le régalec est connu sous l'étrange nom de Ryugu no Tsukai. Comprenez, le messager du palais des dieux. En quelques mois d'hiver 2014, plus d'une douzaine de régalecs de toute taille ont été déposés par les courants marins sur les rivages du sud du Japon. Selon la mythologie japonaise, les messagers du palais des dieux annonceraient par leurs échouages l'imminence d'un tremblement de terre. Ces apparitions impromptues n'ont jamais pu être corrélées avec l'activité sismique de la région, mais ont offert au docteur Tyson Roberts, le spécialiste mondial du régalec, une opportunité inespérée pour mener une étude systématique sur des animaux frais. Ceci est un régalec. Il mesure 8 mètres. C'est le plus long poisson osseux du monde, avec peut-être le plus petit cerveau du monde, relativement à sa taille. Pour le prouver,
il va utiliser les derniers cris de la technologie dans une clinique vétérinaire. Les Japonais ont mis à sa disposition un appareil d'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, qui permet d'obtenir des images en 2 ou 3 dimensions d'un corps vivant. Appliqué sur une tête de régalèque, l'IRM vétérinaire conçu pour des petits animaux permet de réaliser des images plus fines qu'avec un IRM humain. Indispensable pour isoler le cerveau du régalèque et ses ramifications. J'aimerais en apprendre davantage sur son cerveau et son système endocrinien, c'est-à-dire comme chez l'homme, toutes les glandes qui sécrètent des hormones dans le système circulatoire. Pour la première fois au monde, nous allons tenter une description exhaustive de l'anatomie du régalèque. Les images en IRM confirment l'hypothèse initiale. Ce cerveau ne mesure environ que 2 cm, c'est-à-dire la moitié de la taille de son œil. Un petit poids dans la tête. Voici la taille du cerveau d'un régalèque. Paradoxalement, il contrôle la plus longue moelle épinière et le plus long tube digestif connu chez un poisson. Mieux, les rayons X d'un scanner du vétérinaire vont permettre de pénétrer dans les dédales des structures osseuses du crâne du régalèque et de résoudre une énigme tenace. Comment le régalèque se repère-t-il dans le noir des abysses? La plupart des poissons utilisent parfois la vue, un peu les sons, mais surtout les odeurs. Mais chez le régalèque, ce sens paraissait absent. J'ai examiné quelque chose comme 35 spécimens de régalèque et je n'ai jamais vu de narine, c'est-à-dire la terminaison du système olfactif. Personne n'a jamais évoqué l'existence de narines ou d'organes olfactifs chez le régalèque. Mais avec ce grand spécimen, j'ai trouvé les narines. Elles ne sont ni à l'extérieur, ni sur le côté de la tête. Elles sont à la pointe de son museau, dans la cavité buccale, et peuvent s'ouvrir sur leur partie antérieure. Ces narines sont donc situées à l'intérieur de sa gueule. Aussi, pour repérer des odeurs dans la pénombre, le régalèque doit garder ses mâchoires entr'ouvertes et pomper l'eau en permanence. En fait, il est probable que ces 2 organes olfactifs, ces petites fentes coniques, puissent se fermer. Si bien qu'en les ouvrant et les fermant, l'animal obtienne une indication sur l'origine des odeurs. La conséquence est surprenante. Le régalèque est capable de remonter la piste des odeurs dans l'immensité de l'océan simplement en effectuant des pirouettes. Si vous sentez une effluve, mais vous ne savez pas d'où elle vient, vous faites face à une direction donnée. Si cette effluve est légère, vous fermez vos narines et vous faites face à une autre direction. Vous ouvrez ensuite vos narines et vous tournez votre tête. Si l'odeur est plus forte, vous êtes sur la bonne voie. Vous remontez ainsi la piste des odeurs en ouvrant et fermant vos narines. C'est une véritable partie de Colin-Maillard sous-marine. Quand ses yeux ne voient qu'un bleu infini, le régalèque et son petit cerveau peuvent localiser, rejoindre et rester autour de la boussole grâce à une effluve. Serait-ce l'odeur de la bouée? Celle d'une source de nourriture? Ou d'un tout autre parfum émis par une créature des profondeurs? Pour en avoir le cœur net, il faut être capable de plonger jusqu'à la limite de la zone photique, là où la lumière s'arrête. David Luquet fait appel à un spécialiste des plongées profondes en mer Méditerranée, le caméraman italien Roberto Rinaldi. J'ai vraiment envie de rencontrer les régalèques. Mais dès qu'on est parti, en fait, je commençais à me sentir un peu perdu dans l'immensité de la mer. On va être des petits points minuscules dans le bleu. Et ça sera vraiment difficile de rencontrer ces poissons. Pour le débusquer et l'approcher, il envisage d'utiliser un appareil respiratoire qui allie performance et discrétion, le recycleur. Aujourd'hui, grâce au recycleur, on peut plonger profond et longtemps. On va récupérer les mélanges gazeux qu'on respire. Mais la chose la plus importante quand on filme la nature, c'est qu'on ne fait pas de bulles avec le recycleur. Les poissons, ils sont habitués à tout sauf aux bulles. Avec le recycleur, on a beaucoup plus de temps et de chances pour approcher les régalèques. En chemin vers la boussole, David suggère de plonger sous une autre bouée voisine, également immergée par 2500 mètres de fond. Une bouée météorologique, simplement nommée Côte d'Azur. Un outil sophistiqué de mesure des températures, de houle et de vent, afin d'alimenter en données les centres de prévision.
Sous ses jupes métalliques, cette bâtisse gémissante semble attirer davantage les poissons du large que la boussole. Ces grincements portent à plusieurs centaines de mètres dans toutes les directions. Rien n'est laissé au hasard. Fini les brèves plongées mensuelles à la boussole. Désormais, David et Roberto séjournent plusieurs journées d'affilée près de la bouée météo, en plongeant à tout moment, à commencer par l'aube. Ils ont synchronisé leur venue avec le pic printanier de production de plancton, donc de protéines animales. Ainsi, si le régalec est bien attiré par une source de nourriture odorante ou par les sons de la bouée, ils augmentent leurs chances de rencontre. En surface, des vélèles. Ce ne sont pas des méduses, mais des colonies de polypes qui dérivent au gré des vents et des courants. Pour sa première plongée, Roberto s'immerge non pas avec une caméra, mais avec une canne surmontée d'une éponge à récurer. Elle est destinée à prélever du mucus sur la peau du régalec afin d'effectuer des analyses génétiques. David dans les premiers mètres avec sa bouteille d'air, Roberto en profondeur, en recycleur. Ainsi s'organise la quête méthodique du serpent argenté. Ces créatures serpentiformes ne sont pas des régalecs, ni des méduses, mais des salpes, des animaux filtreurs de bactéries et de phytoplancton qui développent leur chaîne de semblables par reproduction hermaphrodite. Par moins 40 mètres, à la limite des eaux chaudes et froides, là où leur nourriture abonde, ils se clonent et pullulent. C'est dans cette soupe organique que Roberto a fait la rencontre de tous les records. Un géant de 5 mètres. Le plus grand régalec jamais observé vivant dans son environnement. Le plus long poisson osseux jamais recensé en mer Méditerranée. Sa queue n'est pas coupée,
comme celle de l'animal observé par David. Une chance inespérée à saisir pour le connaître, avant qu'il ne reparte. Pour pouvoir prélever un échantillon de mucus, Roberto et son recycleur devront miser sur leur discrétion et gager sur la curiosité du poisson. Curiosité du poisson pour l'homme et pour la bouée. Curieusement, la peau lisse et sans écailles du régalec semble insensible à ce contact rugueux, à tout contact. Mais quand sa curiosité est rassasiée, le géant repart dans les profondeurs. Imbibé de son précieux mucus, le grattoir est envoyé dans l'alcool pour analyse à l'Université de Bretagne occidentale. Éléonore Méheux tente d'extraire l'ADN du géant et de le comparer aux rares prélèvements en provenance d'animaux échoués. En fait, il y a très peu de données génétiques qui sont disponibles dans la littérature concernant cette espèce. Et clairement, on a quand même pas mal de choses à apprendre d'une étude génétique qui serait basée sur des spécimens prélevés dans leur milieu naturel. Après pas mal de mises au point techniques, on a pu extraire de l'ADN des échantillons de mucus que l'on a analysés. Donc on a trouvé 10% de variation entre les différents individus de la même espèce. C'est extrêmement fort pour la séquence ADN que l'on détermine. En fait, il semble qu'il y aurait 2 groupes de régalèques, et il se trouve que notre échantillon est proche d'un des 2 groupes. Ces données semblent conformes aux thèses du Dr Tyson Roberts, qui soutient qu'il n'y a pas une, mais 2 espèces de régalèques. En Méditerranée, le régalèque appartiendrait à l'espèce Regalecus glesney, présente dans les eaux tempérées du monde entier. Dans les eaux chaudes de l'océan Pacifique, c'est l'espèce Regalecus russellai qui dominerait. Les différences morphologiques entre les 2 rois des harengs sont subtiles. Sur sa couronne, glesney possède entre 4 et 7 crêtes de plus que russellai. Le laboratoire breton s'intéresse moins à ces débats morphologiques qu'à une question plus pressante. De quoi se nourrit le régalèque en mer Méditerranée? On est en fait parti sur des études lipidiques. À défaut de pouvoir étudier le contenu de l'estomac d'un prédateur, on s'attache à étudier ce qu'on appelle les lipides de réserve, qui en fait portent en elles la trace des lipides des proies. Malheureusement, les études que l'on a effectuées sur le mucus ne nous ont pas donné de résultats réellement satisfaisants. Idéalement, ce dont on aurait besoin, c'est de travailler sur des vrais tissus de régalèque. Une mission qui semble impossible. Prélever des bouts de nageoires non pas sur un, mais sur plusieurs régalèques vivants. Autre difficulté, même au pic du bloom planctonique, les rencontres restent aléatoires. Quand la météo le permet, les plongeurs effectuent plusieurs plongées par jour sur l'une ou l'autre des bouées, à différentes saisons. Les statistiques de David sont éloquentes. Sur plus de 120 plongées à la boussole, il n'a vu que 2 fois un régalèque.
la chance n'existe pas. Les rencontres se préparent, se provoquent et se désirent. Un régalec a répondu à l'appel de la bouée. Et il n'est pas seul. Dans l'immensité de l'océan, comment ces poissons du large peuvent-ils se retrouver ici, au même moment? Probablement grâce à leur odorat. Encore faut-il qu'ils émettent une substance qui voyage sur de longues distances, au gré des courants. Mais quelle serait cette substance? Une phéromone, c'est-à-dire un produit chimique produit par un régalec pour attirer un autre régalec. Ainsi, le régalec est capable d'envoyer un message codé, uniquement détectable par d'autres régalecs sur de très longues distances. Et quand ils sont proches, les régalecs communiqueraient par le langage du corps. À quoi lui servent sa crête et ses grandes nageoires pelviennes? À l'évidence, elles ressemblent à un dispositif de signalisation propre au régalec. Les plongeurs vont confirmer son hypothèse. Pour être vu par ses congénères, le poisson à la peau miroir adopte une posture étonnante. La croix. Ces postures statiques devraient permettre à David de l'approcher pour prélever des tissus. Encore faut-il pouvoir nager à son rythme. Et le contraindre à rester près de la surface. Pas si simple. Et avec sa petite nageoire qui vibre, il ne bouge pas, il vibre sans arrêt, il est capable d'aller très vite. On peut l'appeler poisson piège, parce qu'en fait, il a l'habitude méchante de couler comme ça, mais il ne fait rien, il ne fait pas de mouvement. Est-ce que pour un poisson, la verticalité, ça représente quelque chose, comme pour nous? Pour les plongeurs, descendre est aisé. Mais ils risquent des accidents de décompression en remontant trop rapidement. Reste une solution. Passer en dessous du régalec. Au fil des mois, David et Roberto multiplient les plongées et les prélèvements de nageoires. À chaque retour au port, ils envoient les échantillons au laboratoire brestois. Or, à l'image du premier régalec rencontré par David, la plupart présentent un corps tronqué. Le requin blanc figure naturellement parmi la liste des suspects. Cette fois, les plongeurs ont eu l'occasion d'observer en détail de multiples cicatrices. Le docteur Tyson Roberts émet une toute autre hypothèse, grâce notamment aux multiples animaux échoués au Japon. Les régalecs effectuent fréquemment une série d'autotomies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les régalecs s'amputent eux-mêmes. C'est comme un lézard quand il se coupe la queue, à la différence près qu'un lézard ne se coupe la queue qu'à un endroit. Le régalec, lui, peut se couper la partie postérieure à l'anus à répétition, à commencer par la nageoire caudale et progressivement se couper des morceaux supplémentaires, des longs, des courts, de toutes les tailles. Et il peut faire ça d'un coup, jusqu'à l'anus qui est ici.
Et on peut trouver des régalecs où il ne reste que ça. À la différence du lézard, le régalec n'abandonnerait pas sa queue pour échapper à un prédateur. Mais pour d'autres raisons étonnantes. L'autotomie, la sévérité de l'autotomie, le nombre de fois qu'elle est pratiquée, dépend vraiment d'un individu à l'autre. C'est une question d'économie d'énergie. Le régalec décide cette métamorphose vers un corps où il ne conserve que ses gonades et ses organes vitaux. Mais c'est très rare chez les poissons. En fait, à ce jour, c'est le seul poisson connu qui pratique ça. Pour pouvoir prouver cette hypothèse révolutionnaire, il faudrait observer cette mutilation volontaire, ou retrouver des morceaux de corps de régalec au fond des océans. Autant chercher des arêtes dans la vase des abysses. Mais près du village de Macerata, sur la côte est de l'Italie, la chance a souri à un géologue. Dans une carrière abandonnée, le professeur Patrizio Bronzi vient d'excaver un curieux fossile déposé au fond de la mer Adriatique il y a environ 2 millions d'années, puis remonté par un plissement de terrain. Ça, c'est l'unique exemplaire connu au monde de régalec fossile. Il s'agit de la partie postérieure du corps. Elle est repliée sur elle-même, mais nous pouvons l'ouvrir. Le principe de l'autotomie a donc été gravé dans d'anciens sédiments marins pour l'éternité. D'autres indices, notamment de son comportement alimentaire, pourraient être apportés par les études lipidiques grâce aux nageoires collectées par David et Roberto. Encore faut-il identifier maintenant les proies du régalec, et donc leur signature lipidique. Là, on va poser 2 pièges. Un qui va être en surface pour attraper des larves de poissons, et un autre un peu plus profond pour attraper des petits crustacés comme des copépodes. Comme un phare sous-marin, la lumière du piège pique la curiosité du petit peuple des ténèbres. Certains gravitent autour du filet. D'autres viennent y trouver refuge. De jour, les pêches sont maigres. Mais quand le piège est immergé toute une nuit, les collectes matinales réservent bien des surprises. Ces petites crevettes ne sont autres que du krill. Cette espèce, présente en abondance dans le nord de l'Atlantique, ferait briller ses organes bioluminescents dans la zone aphotique de Méditerranée. Mieux, après analyse des échantillons à l'Université de Bretagne occidentale, la signature lipidique de ce krill se retrouve dans la chair du régalec. Or, la nuit, le krill effectue des migrations verticales pour s'approcher de la surface et s'y nourrir en plancton. Ainsi, il évite les chasseurs diurnes, comme la plupart des poissons qui gravitent autour des bouées. Mais dans son sillage, il entraîne tous ses prédateurs, dont la vue est adaptée aux très faibles lumières. Parmi eux, les régalecs. Pour tenter d'observer leur festin, les aquanautes doivent oser des plongées de nuit. Au large, en recycleur, sans aucun repère, et au-dessus de 2500 mètres d'apesanteur. Il faut vraiment être attentif, on est dans le noir complet et on n'a pas de possibilité de s'orienter.
d'étranges visiteurs gélatineux font leur apparition dans le noir infini. Tel un superorganisme, ces aliens des profondeurs remontent ensemble, chaque nuit, pour un festin hors norme. C'est la plus grande migration de biomasse au monde. Dans leur piège urticant, du krill, signe prometteur. Mais où sont passés les poissons, les résidents du jour? Ils semblent craindre de grands prédateurs invisibles. Et se regroupent. Face aux menaces fantômes, David et Roberto se rapprochent pour mieux surveiller dans toutes les directions. Un poisson-lune. Fausse alerte. Plonger la nuit au large, c'est comme un voleur qui rentre dans un magasin de jouets. Avec les faisceaux de lumière, on va révéler des couleurs magnifiques, des couleurs étonnantes qu'on ne voit pas le jour. On sait qu'il y en a beaucoup de jouets partout. On en voit très peu, mais c'est suffisant pour être émerveillé par ce qu'on voit. Le poisson roi, dans ses habits de lumière. Seuls les éclairages sous-marins révèlent ses couleurs exubérantes et sa peau miroir. À quoi lui servent-elles dans le noir absolu? À refléter les lumières du krill pour mieux s'immiscer parmi ses proies? Mystère. Une énigme d'autant plus insoluble que le poisson ignore le krill. Pourtant, il détend sa bouche, comme pour attraper des proies invisibles. Les éclairages perturberaient donc son festin? À y regarder de plus près, de minuscules visiteurs semblent aller et venir à leur gré dans la gueule du régalec. Des parasites. Ceux-ci sont des parasites externes qui ne séjournent pas en permanence dans le corps du régalec. Les parasites internes, eux, permettent de placer le régalec dans la chaîne alimentaire, en particulier de connaître ses prédateurs.
C'est du moins l'avis de doctorantes américaines, spécialisées dans l'étude des parasites de poissons. À l'université de Santa Barbara, en Californie, ce sont des contenus stomacaux de régalex échoués qui ont permis à Sarah Weinstein et Anna Garcia de faire d'étonnantes découvertes. Les parasites offrent un bel aperçu de la vie du régalec, des informations qu'on ne pourrait pas avoir autrement, car ces parasites ont des cycles complexes en grandissant à travers plusieurs hôtes. Par exemple, on a trouvé au moins 3 espèces de nématodes. Ça, c'est vraiment intéressant, car l'une d'entre elles ressemble beaucoup à une espèce qui utilise les mammifères marins comme leur dernier hôte. Après analyse approfondie, l'université de Santa Barbara a confirmé que la présence de nématodes juvéniles dans les viscères de régalec apporterait la preuve que ce poisson est la proie de prédateurs des profondeurs, comme les cachalots. En effet, ces grands cétacés sont connus pour être les hôtes de la même espèce de nématodes au stade adulte. Les nématodes qui vivent dans les chairs du régalec arrivent avec les proies qu'ils consomment, comme le krill. Or, le krill lui apporterait également ces bactéries bioluminescentes. Mais à ce jour, aucun organe bioluminescent n'a été trouvé sur le régalec. Ils sont en effet difficilement détectables sur des poissons morts. Les lumières émises par la plupart des poissons bioluminescents sont si faibles qu'on ne peut les détecter à l'œil nu. C'est le cas chez le régalec. Aussi, David et Roberto suggèrent de remplacer les lampes ordinaires par des lampes ultraviolettes, en abrégé UV, qui révèlent la fluorescence des êtres vivants. Notamment les leurres lumineux des mangeurs de krill. En identifiant les zones fluorescentes, on isole les organes dont la bioluminescence pourrait être révélée par une analyse chimique et microscopique. Malheureusement, la portée de ces lampes UV dans l'eau est bien moindre que celle des lampes ordinaires, qui annulent leur effet. L'exercice est à la fois dangereux et difficile. David va devoir repérer le régalec grâce aux lumières blanches, puis les éteindre et laisser Roberto et ses UV l'approcher de très près. Paris osé. Paris gagné. Les lampes UV révèlent 2 organes fluorescents sur le crâne du régalec. L'un sous le menton, l'autre sur le front. Ces organes pourraient être bioluminescents, mais seul un examen approfondi sur des poissons vivants ou agonisants pourrait le confirmer. Tels des pièges lumineux miniatures, ils permettraient au régalec de leurrer ses proies. Sa beauté peut aussi être fatale pour les plongeurs. À un moment donné, je me suis rendu compte que sa crête montait vers le haut. C'est comme ça que j'ai réalisé qu'on était en train de descendre à toute vitesse. Quand j'ai regardé la montre, on était à 71 mètres. En fait, c'est une piège. Ce petit poisson, il m'a amené chez lui, dans son abysse.
n'est plus la créature mythique qui dévorait les navires. Seule son envoûtante beauté peut être fatale. Aux plongeurs de l'occulté, pour mieux dire le monde du poisson roi, un animal rare, inoffensif et féerique.